Nous allons en gros vous parler de comment on s'adapte à un langage qu'on ne connaît pas. Donc quand on parle de langage informatique, il y a des subtilités. On jouera sur ces subtilités, vous le verrez par rapport à la présentation. Mais concrètement, c'est, pour vous donner un contexte, c'est un client, votre entreprise, qui vous dit on a besoin de développer ça, on va le faire dans tel ou tel langage et on n'a pas le choix. Et donc vous vous retrouvez devant le projet et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et comment vous allez pouvoir vous préparer et réaliser en gros du coup mener le projet en sachant qu'en fait vous arrivez, c'est une feuille blanche. Donc le premier point, donc on va y aller étape par étape, c'est quoi un parcours? Donc, en gros, chacun des sujets qu'on va présenter, c'est étape numéro 1, il faut faire ça, étape numéro 2, il faut faire ça. En gros, nous, c'est tout le processus qu'on suit au fur et à mesure. Le premier, c'est échanger pour préparer le terrain. En gros, avant même de commencer à apprendre un nouveau langage, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser un premier état des lieux de concrètement le projet, c'est quoi? C'est quoi sur plusieurs points? Le premier, c'est la partie l'humain. Donc là, c'est un peu nos différentes briques. L'humain, c'est la question de quels sont les acteurs qui vont intervenir sur mon projet et quels sont leurs rôles sur un projet. Des acteurs métiers, mais également des acteurs IT. C'est des personnes avec qui vous allez être amené à discuter. Alors, en fonction de votre poste en tant que développeuse ou développeur, en fonction de votre poste, vous allez plus ou moins amené à discuter avec certains interlocuteurs, mais quoi qu'il arrive, vous allez à un moment donné être confronté. Au moins, si vous avez uniquement déjà des retours d'usagers, vous êtes confronté par rapport à ces retours. Et le deuxième point, c'est le contexte de développement. Est-ce que vous allez travailler en équipe? Donc ça c'est cool. Est-ce que vous allez travailler seul? Donc là vous êtes vraiment seul devant votre page et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et de bien comprendre du coup ce contexte humain. Le deuxième point, c'est l'organisation. C'est quoi, en gros, un des gros points hyper importants dans votre échange avec votre entreprise ou avec votre client, c'est quoi le délai pour monter en compétence? Est-ce que l'entreprise va vous laisser un certain temps pour vous adapter à ce nouveau langage, pour vous former, ou au contraire, en fait, vous n'avez pas le temps, les restrictions sont telles que, en gros, l'entreprise vous dit qu'il faut que vous soyez quasiment opérationnel dès le départ. Et le deuxième point, c'est quoi les méthodes et moyens de communication? Est-ce que, en tant que développeuse ou développeur, vous allez être amené à devoir communiquer sur vos avancées? Donc c'est un point à prendre en compte parce que la communication, c'est pas forcément le fort de notre métier. Et du coup, comment on va le faire? Et au contraire, est-ce que vous avez des gens pour communiquer pour vous et à ce moment-là, vous gagnez du temps? Donc comment vous allez en fait partager finalement vos avancées en termes de développement? Le troisième point, c'est la stratégie. Donc là, c'est la stratégie autour du projet. C'est quoi les objectifs du projet? On ne se lance pas aujourd'hui dans un développement si on ne comprend pas ce qu'on va faire. C'est primordial. Sinon, on va dire que les premiers développements ne vont pas correspondre à ce qui est attendu par l'entreprise, ou en tout cas les objectifs ne sont pas cohérents, et en fait, très rapidement, vous allez avoir des retours qui vont vous tomber dessus. Généralement, on va vous en vouloir, tout après une suite d'effets qui sont généralement négatifs. Après, c'est de savoir est-ce qu'il y a un découpage du projet. On n'a pas de jalon, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, mais concrètement, est-ce que le projet est découpé, ou alors vous vous rendez compte que c'est aussi à vous de le réaliser, ce qui va encore rajouter une charge. Et après, la partie planning. La partie planning, elle est simple. Si je le veux pour demain, vous sentez déjà, bon, si j'ai pas de délai pour monter en compétence, que derrière, les outils sont importants et mon planning est hyper court, vous savez que déjà vous allez sur un projet hyper compliqué. Donc il y a peut-être des sujets de discussion à avoir avec l'entreprise ou avec l'entreprise pour continuer sur ce projet. Et après, on arrive sur la partie technique. Quand on a élucidé un peu tous ces sujets, on va commencer à arriver sur la partie technique. Et là, il y a trois points. C'est la faisabilité technique. Même si on n'a pas d'expérience, même si on est junior ou senior, c'est de savoir vis-à-vis de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce qui existe dans le milieu, par exemple, applicatif, est-ce que ce qu'on me demande est réalisable? Concrètement, si on arrive en disant je veux une IA qui permet de faire ci, ça, c'est incroyable, et puis en fait on refait ChatGPT, autant me dire que je vais passer votre chemin à négocier, mais a priori ça va pas se faire. La partie existante, est-ce que le projet il existe? Donc là vous partez déjà sur une base, est-ce que vous repartez de zéro? Donc là à ce moment-là c'est une autre approche, donc de savoir un petit peu qu'est-ce qui est déjà en place par rapport à ce projet, que vous pouvez soit réutiliser, soit sur lequel vous pouvez vous reposer. Et le troisième point, c'est le langage et le framework. Donc là, je sépare bien les deux, parce qu'on je parlais de subtilité tout à l'heure. En gros, il y a le langage qu'on ne maîtrise pas, et il y a aussi le framework qui le fait fonctionner. À titre d'exemple, sur du React, le langage c'est JavaScript.
Là, la question c'est plutôt de savoir est-ce qu'on a juste le langage, est-ce qu'on est libre sur le framework, est-ce que c'est déjà imposé, et en fonction des choix, ça peut aussi vous orienter un petit peu sur les premiers pas en termes de développement. Donc c'est hyper important de le garder en tête. À partir du moment où vous avez terminé de revoir cette partie-là, c'est aussi un moment d'échange avec l'entreprise en question, de bien comprendre du coup tous ces points-là et de valider finalement où est-ce que je mets les pieds sur ce projet. On passe sur du coup les premiers jours de développement. Donc là on part du principe qu'il s'est passé plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, parce qu'entre le moment où un projet tombe, généralement il y a toujours un temps, au moment où il va vraiment se lancer. Et les premiers jours de développement, il y a différentes actions à réaliser. La première, c'est le projet. En gros, il y a toujours une différence de discours entre le moment où on vous présente un projet et le moment où on commence à travailler dessus. Parfois, il y a des choses qui évoluent. Donc là, c'est de demander, de représenter de manière générale, c'est quoi le projet, ce que c'est, à quoi ça sert, les objectifs, juste de voir si c'est toujours cohérent, on est toujours OK dessus. À partir de là, c'est les acteurs. Là, l'objectif, c'est de récupérer les contacts des différents acteurs du projet, que ce soit de l'IT, s'il y a du métier que vous êtes en contact, aussi bien récupérer, et d'aller les voir. Juste de discuter, pour dire non, je vais travailler sur le projet. Ça, c'est juste un moyen de communication pour si, dès le départ, c'est un peu compliqué, au moins ils vous reconnaissent, on a été sympa, ils vont être plus indulgents que si on lance le projet et en fait vous vous rendez compte que c'est un peu galère. Après, il y a la démonstration. Donc la démonstration, c'est si l'outil, l'application existe déjà, donc en fait vous devez le reprendre, là à ce moment-là, vous pouvez avoir une démonstration pour voir comment il est utilisé. En revanche, s'il n'existe pas, est-ce qu'il existe déjà des maquettes, des mock-ups, est-ce qu'il y a du contenu qu'on peut vous présenter, vous démontrer en termes de parcours d'usage, en termes d'usage tout court, et d'essayer de voir un peu à quoi ressemble ou à quoi devrait ressembler votre application. Après, il y a la documentation. Alors attention, là c'est juste de récupérer tout ce que vous pouvez récupérer comme données sur votre projet. C'est long de reprendre de la doc, c'est long de l'analyser et de la comprendre. Donc là, l'objectif, c'est surtout récupérer le maximum d'informations possibles et imaginables sur le projet. C'est con, mais derrière, potentiellement 2 mois après, quand vous allez lancer le projet, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments de la documentation sur lesquels vous allez revenir et dire « Ah, je viens de comprendre ce qu'il me demandait là, je sais comment le développer derrière. » Et après, il y a l'environnement technique. Là, c'est l'environnement de manière générale, en termes de développement et en termes de technicité. C'est en gros, est-ce qu'il y a déjà un workflow de développement qui est en place, donc toute une organisation de projet à suivre, donc en gros, c'est de savoir comment vous allez devoir développer, et c'est quoi les outils que vous allez utiliser, parce qu'il y a plein d'outils de gestion de tickets, il y a plein d'outils d'environnement de développement, en fonction des technologies qu'on utilise, on n'est pas tout le temps sur du VS Code par exemple. Donc c'est de savoir un petit peu où est-ce que vous mettez les pieds. Si c'est déjà votre entreprise et que vous avez l'habitude, généralement c'est déjà, ça c'est déjà un gain de temps. Et ensuite, il y a l'introduction de premières tâches. Concrètement, sur quoi vous allez commencer, sur quoi vous allez commencer à travailler. Et là, il y a un gros sujet de discussion, parce qu'on en reparlera après, c'est qu'il faut que ce soit simple. Donc en résumé, ces premiers jours vont permettre plusieurs éléments. C'est de comprendre le projet. Donc là, vraiment, vous partez dedans, vous prenez le temps de bien comprendre le projet, d'identifier les référents, parce que c'est avec eux que vous allez être amené à discuter, et qu'il vaut mieux qu'ils vous reconnaissent dès le départ plutôt que de subir après des demandes par la suite. De projeter les usages qui sont actuels, donc en gros, qu'est-ce qui est défini aujourd'hui, qu'est-ce qui existe déjà, et ensuite de se préparer à se lancer. À partir de là, vous avez déjà une bonne vision d'ensemble sur comment fonctionne votre application, ou devrait fonctionner l'application, et à ce moment-là, en fait, on passe sur la vision métier. Donc, Erwan vous a parlé un petit peu de comment se familiariser avec un projet, que ce soit de débuter un projet de zéro ou de reprendre un projet existant. Et du coup, complémentant à ça, il y a la vision métier qui est l'aspect, je pense, qui est très important à prendre en compte quand on travaille sur un projet. C'est savoir en fait à quoi sert cette application, à quoi sert cette fonctionnalité, quel est son objectif et est-ce qu'elle va éventuellement évoluer. Donc là, je vais vous présenter différents points qui, en tant que développeur, en fait, nous apportent beaucoup d'avantages et facilitent nos développements.
Donc le premier, c'est évidemment d'être attentif aux attentes du client, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant que développeurs, quand on est attentif aux attentes, ça nous fait gagner du temps. Pourquoi ça nous fait gagner du temps? Parce que si on a bien écouté le besoin du client, on développe quelque chose d'adapté. Et du coup, on n'a pas des retours des clients qui vont nous dire « Ah, c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, donc vous êtes gentil et vous recommencez ». Donc écouter dès le départ le besoin client et s'imprégner un peu de ça pour faire quelque chose d'adapté, c'est gagner du temps tout simplement. Être attentif, ça va également nous faciliter nos choix lorsqu'on code. Parfois, on va se retrouver avec une instruction un peu vague et c'est à nous de faire au mieux en fait pour développer, ce qui peut s'avérer difficile si on ne sait pas à quoi doit servir ce qu'on doit développer. Donc, par exemple, on vous demande d'afficher un tableau d'inscrits à un événement. Voilà, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on met dans le tableau comme information? Est-ce que je dois mettre en base de données des noms, des prénoms, des dates, je sais pas, un montant d'inscription? Et donc en fait, là on a deux choix, c'est soit on va redemander des précisions, mais ça peut éventuellement prendre du temps dans les grosses entreprises d'obtenir les informations, soit on a connaissance du besoin déjà à la base, et on sait que le client en fait tout ce qu'il veut c'est une feuille d'émargement pour pouvoir imprimer et faire signer ses inscrits à son événement. Et là, on sait qu'on peut se limiter à juste un nom et un prénom sur des feuilles. Donc on sait ce qu'on a à mettre aussi en base de données sans s'embêter à faire des tables rallonges. Et sur cet exemple, en fait, si jamais on n'est pas à l'aise avec la techno en plus, ça nous évite de développer des choses inutiles et qui nous prennent du temps. Par exemple, si j'avais interprété le besoin et que je m'étais retrouvée à afficher des dates, sachant que on sait tous que afficher des dates, c'est pas forcément évident, et que je suis pas à l'aise avec la techno, ça me fait perdre un temps fou pour livrer en plus quelque chose qui n'est pas adapté. Donc voilà, l'importance d'être attentif aux besoins. Ensuite, il y a un point qui peut être intéressant, ça va être penser aux évolutions. Quand on écoute ou quand on étudie un besoin client, il faut prendre en compte les évolutions qu'il prévoit pour la suite. Parce que nous, ça va pouvoir nous permettre déjà de gagner du temps sur les futures fonctionnalités, donc sur les prochains développements. Donc par exemple, si on me demande de développer un bouton pour exporter des noms d'inscrits et que j'ai bien écouté le besoin du client, je sais que plus tard l'application devra proposer par exemple du filtrage. Je vais exporter les clients qui se sont inscrits de telle date à telle date. Au moment où je vais développer mon bouton, je vais au passage récupérer la date d'inscription, sachant que ce n'est pas une information trop sensible, donc je la récupère et je la renvoie directement avec les noms et prénoms des inscrits, et comme ça la prochaine fois je n'aurai pas à repasser sur cette étape qui me demande de me replonger dans les sujets de récupération de données. Si je ne suis pas à l'aise avec la technologie, encore une fois, ça m'évite de devoir repartir sur un sujet différent, et j'aurai juste à me focaliser en fait sur la partie affichage ou la partie construction de tableaux et d'export. On gagne du temps également à penser aux évolutions, notamment quand on veut rentrer nos informations en base de données. Si on crée une table inscrit et qu'on n'y met pas de date dès le début, on va être obligé d'y revenir plus tard. Et c'est dommage, surtout si on a déjà livré une première version de l'application. Toucher à la base de données après, c'est un peu délicat quand même. Donc si on peut éviter et déjà prévoir la date dès le départ, c'est mieux. Les évolutions, ça nous permet aussi de prévoir la suite et donc de refactoriser son code de manière pertinente. Donc pour reprendre cet exemple, ce fameux bouton d'export, en fait, sur React par exemple, je peux en faire un composant réutilisable
qui va me servir ailleurs, plutôt que de l'intégrer directement sur la page, bah, je le mets en composant et ça va me permettre de, au lieu d'aller sur la page de l'événement, cliquer sur mon bouton d'export, bah, je vais pouvoir exporter mes inscrits directement depuis par exemple le calendrier qui me présente déjà tous les événements. Donc il y a un dernier point qui est le traitement des retours. Alors c'est pas tout à fait au départ, mais ça va être plutôt après des premiers tests clients. Où on va avoir du coup les retours. Donc c'est précieux les retours, on s'en rend pas trop compte forcément, mais déjà normalement si on a bien été attentif aux attentes, il n'y en a pas énormément. Ils sont plutôt le fruit d'interprétations différentes des usages dans l'application. Mais ce qui va nous permettre, ça va être de nous réaiguiller en fait sur la direction que doit prendre l'application et ce que les utilisateurs finaux en fait veulent en faire. Donc ils sont intéressants à traiter, surtout quand on n'est pas expert de la techno, parce qu'ils nous obligent à nous focaliser sur des petits morceaux de l'application avec lesquels on va pouvoir se familiariser petit à petit. Par exemple, corriger un petit bug sur l'affichage d'une donnée, ça va nous permettre éventuellement de revoir le circuit d'information, de l'enregistrement de la donnée jusqu'à son affichage. Et ça nous permet de faire tout un circuit dans une application qui nous était un peu inconnue jusque-là, et donc de découvrir cette petite brique-là. Donc en conclusion, bien écouter les besoins du client, les attentes sur certaines fonctionnalités et comprendre pourquoi il demande cette fonctionnalité, en fait, bah, c'est avoir une bonne vision de ce à quoi l'application va servir au final. Et ça permet de ne pas coder dans le mauvais sens, de ne pas avoir trop de retours, de garder aussi la confiance du client, parce que ça fait plus pro. Et ben, en fait, en résumé, ça permet de gagner du temps. Ce qui nous amène du coup sur, à partir du moment là où vous avez finalement vous commencez à bien maîtriser votre sujet, le projet, vous savez à quoi il ressemble et ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer à partir sur l'analyse technique. Alors, l'analyse technique, nous on se sépare en deux parties. L'objectif c'est vraiment comme on indique ici, c'est de comprendre l'écosystème applicatif. Donc il y a deux sujets à l'intérieur. L'architecture fonctionnelle, donc là en gros c'est d'identifier les briques de l'application et la relation entre elles. C'est vraiment de comprendre l'application, maintenant que je vois pas, c'est ma part, désolé. C'est d'identifier du coup les fonctionnalités de l'application et de pouvoir, alors dans notre cas, le schématiser, mais après c'est tout à chacun selon les pratiques et avec lesquelles en fait on est le plus à l'aise. Mais en gros, c'est qu'en un coup d'œil, on puisse comprendre à quoi ressemble mon application et d'un point de vue usage. Là, on a pris un exemple hyper basique. J'ai un système d'authentification qui me permet d'accéder à un trombinoscope. Le trombinoscope, il est associé du coup à des comptes utilisateurs pour récupérer les données. Et à côté, il y a un moteur de recherche avec lequel il échange pour faire des recherches sur ce trombinoscope. D'ailleurs, comment ça se traduit? Là, je comprends encore ensemble mon application. Et à partir de là, je vais en définir une architecture technique, soit de zéro parce qu'elle n'existe pas, soit sur la base de ce qui existe déjà. Quand ça existe déjà, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut aller chercher, trouver les bons interlocuteurs, comprendre comment ça fonctionne. Potentiellement, il y a des applis qu'on ne trouve pas du premier coup, mais ça, c'est pas grave, ça arrive, on les repère après coup. Et là, à ce moment-là, on a par exemple un exemple assez simple qui fait référence au schéma de l'architecture de gauche. C'est qu'on va avoir un front qui va être en React, pour lequel il va échanger donc, en JSON via un module d'authentification qui est installé au sein de l'entreprise. Donc ça veut dire que s'il y a un module d'authentification, c'est qu'il y a des références cybersécurité. Donc ça, c'est la partie des acteurs qu'il faut rencontrer, parce que vous comprendre comment on échange avec, comment on s'authentifie, etc. À partir de là, où j'ai réussi à m'authentifier, je vais récupérer des données. Là, on a un backend, nous on travaille principalement sur du Ruby on Rails. Donc on a un backend en Ruby on Rails qui va venir échanger avec ma base de données en Postgre pour récupérer des données. Et en réalisant l'architecture, on se rend compte que finalement le moteur de recherche, c'est pas un moteur de recherche maison via des regex. On est sur des Elasticsearch et c'est sur un serveur qui est hébergé chez un partenaire ou directement géré par une autre équipe. Potentiellement des personnes avec qui
être amené également à discuter. À partir du moment où j'ai défini ces deux architectures, ça me permet d'avoir une vision déjà plus ou moins fine de concrètement l'application, elle ressemble à quoi, voire elle ressemblera à quoi, et qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur. Ce qui va par la suite vous aider à bien cibler en termes de développement là où vous allez devoir travailler. Si vous êtes sur un sujet, par exemple, pour la première tâche, c'est d'améliorer le moteur de recherche, c'est un échange avec Elasticsearch que vous allez devoir prévoir. Donc en fait, autant ne pas mettre d'efforts sur la partie de React, par exemple. La deuxième phase d'analyse technique, en gros, c'est, je l'ai appelé, de l'importance de se planter. Vous ne connaissez pas l'outil, vous allez vous planter. Enfin, concrètement, on se plante tous, c'est un nouveau langage, on ne connaît pas le langage, ce qu'on va développer au départ, ça ne va pas être bon, ça va s'améliorer avec le temps, c'est normal, on apprend. Et on apprend tout le temps. Et donc en fait, nous les étapes qu'on réalise, c'est qu'on va débuter par le framework. On va pas travailler sur le langage directement, on va travailler sur le framework parce que c'est lui qui va nous donner un cadre de travail, un cadre de développement. Et généralement, le framework il vient avec ses propres bonnes pratiques et sa propre logique. Si on comprend sa logique et ses bonnes pratiques, ça va nous faire gagner du temps par la suite pour développer derrière. Et donc à l'intérieur, c'est de pouvoir bloquer du temps pour se former sur ce framework, de pouvoir se documenter, suivre des tutoriels, en gros se former dessus, quel que soit le moyen préféré, parce que tout à chacun. Et ensuite de pouvoir s'entraîner. Donc pour s'entraîner, je continuerai sur le fond juste après. Là on sait où on en est, on passe sur la partie tester. Donc là, c'est pour lancer le projet local. Donc soit il existe, donc là il faut l'installer. On sait que parfois ça peut être un peu long d'installer un projet en fonction de comment il est documenté au niveau du README ou au niveau de la doc applicative. Là, votre objectif, c'est de valider entre tout ce que vous avez entendu sur les étapes précédentes et à quoi ressemble l'application aujourd'hui. Est-ce qu'en fait, on est cohérent entre tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on dit c'est incroyable, ça fait ci, ça fait ça, est-ce que ça le fait réellement? En fait, vous vous rendez compte que c'est une sorte de patate chaude qui, en fait, ne fonctionne pas du tout comme vous aviez prévu. Parce que si ça ne le fait pas, vous arrêtez tout. Vous revenez voir les différentes personnes en charge du projet et vous échangez avec eux pour remonter vos observations. C'est hyper important. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir analyser l'architecture applicative. Là, vous allez tester l'application. Donc, vous allez valider est-ce que j'ai bien compris les différentes briques applicatives de mon projet, que ce soit un projet applicatif web, ça peut être un logiciel, ça peut être juste un script qui tourne. En fait, quoi qu'il arrive, il y a des échanges, il y a des algorithmes qui se lancent. En fait, c'est bien comprendre est-ce que du coup, j'ai bien compris à quoi ressemble mon application. Et là, on va passer sur la partie où on va faire planter le code. En gros, d'une manière très simple de pouvoir comprendre comment fonctionne l'application, tester modifier des bouts de code, voyez un peu comment il réagit, reprenez les premières tâches que vous devez réaliser et essayez de cibler là où ça devrait fonctionner et essayez de comprendre comment ça fonctionne et le mieux, c'est de le faire planter. En faisant planter, vous allez voir des réactions du système et vous dire oh, c'est bizarre qu'il m'envoie cette information, alors je vais envoyer ça. Et vous allez peut-être comprendre qu'en fait, il y a un autre mécanisme, et derrière le mécanisme, une interaction, ça peut être une sauvegarde de données, et vous vous rendez compte qu'au moment de la sauvegarde, la donnée elle est post-traitée avant la sauvegarde, donc il y a même un pré-traitement avant la sauvegarde, ça modifie la donnée, ça la réenregistre. En fait, la donnée que vous avez envoyée n'était pas la même. Et finalement, c'est ce genre de situation où si on ne fait pas exprès de tester, de le faire planter, de modifier les choses, on ne verra pas. Donc il ne faut vraiment pas hésiter en fait. On a le cas, en tout cas, on peut le faire tester. Et après, on vous a réalisé tout ça, vraiment là vous avez une super bonne vision de votre projet, vous pensez à bien maîtriser. Là, c'est ce qu'on appelle trouver son canard. En gros, c'est lister les points d'incompréhension. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'application, c'est d'un point de vue technique, d'un point de vue d'usage, listez tout ce qui vous pose question. En fait, tous les points où vous dites, j'ai pas compris ça, listez-le. Le premier principe, ça va être de démarrer par un sujet simple et surtout d'y aller vraiment petit morceau par petit morceau. Donc c'est d'autant plus important quand on ne connaît pas la techno de se forcer à rester concentré sur vraiment, de se focus sur vraiment un tout petit morceau de l'appli, une seule brique, comme je le disais tout à l'heure, permet parfois de comprendre l'intégralité du fonctionnement de l'application. Donc par exemple, moi j'ai travaillé sur une application Django, je connaissais ni le framework ni Python, et c'était un
un bug de compteur qui se mettait plus à jour suite à une montée de version. Donc j'ai pris le temps de lire la documentation à propos de Django parce que vraiment je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert en fait que l'application que j'avais entre les mains fonctionnait avec des classes based view. Donc moi j'avais pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça avec un back qui a son front imbriqué. Moi c'était plutôt le système du front indépendant qui fait des appels à une API externe. Donc j'ai découvert que ça fonctionnait comme ça, et comme je connaissais plutôt pas mal la programmation orientée objet, j'ai vite compris que tout le système de Django, en tout cas pour cette application, fonctionnait sur ce principe-là, et quand je me suis mise du coup en mode programmation orientée objet, ça a été, je vais dire, tout seul pour la suite, mais ça m'a débloqué à peu près tout le gros fonctionnement principal de l'appli. Du coup, en travaillant sur cette petite brique, j'ai fait un premier pas vers la compréhension de tout le reste. Et sans me sentir complètement perdu dans un truc qui paraissait énorme à découvrir. Une fois qu'on a démarré par un sujet simple, on peut s'attaquer à du coup des sujets plus complexes. Donc ça peut être passé sur des mécanismes plus poussés du framework, comme les écouteurs et les validateurs, ou alors carrément des connexions avec des services extérieurs qui sont pas toujours simples à mettre en place, une API qui gère les captures, un stockage d'images ou des connexions avec les serveurs SMTP qui envoient des mails. Quoi qu'il arrive, en fait, ça va toujours être sur le même principe, ça va être un sujet à la fois, avec une phase de recherche où je me pose la question de comment marche cette techno en particulier, une phase de conception où je vais me poser la question de comment je vais utiliser ce système pour mon code à moi, et une phase de développement où je vais suivre les fils rouges de ma conception et développer et débugger petit à petit en faisant des petites recherches complémentaires. Donc là, on passe sur une diapo pour savoir rester à jour. Donc ça fait partie des principes pour s'adapter facilement à un framework ou un langage qu'on ne connaît pas. Déjà, c'est d'avoir des concepts de base solides. Donc dans le web, les bases, ça va être les langages des navigateurs, l'algorithmie, la programmation orientée objet, les API, le fonctionnement du web en général, les bases de données et la sécurité dans le code. Si on a bien ces concepts en tête, on peut s'adopter à peu près n'importe quel langage et n'importe quel framework en fait qu'on va rencontrer avec plus ou moins de temps. Et le petit bonus, c'est que quand on sait maîtriser un framework web, globalement, ils ont à peu près les mêmes systèmes de fonctionnement. Donc c'est un appris et plusieurs plus facilement appréhendés. Sur nos concepts de base, on va renforcer nos concepts de base avec la veille informatique, parce que ça évolue beaucoup dans ce métier-là, dans ce monde-là d'ailleurs. Donc même avec notre beau niveau de connaissance, on ne pourra pas maîtriser notre techno sur le bout des doigts, on va être obligé de faire toujours un petit peu de veille pour savoir ce qu'il y a de nouveau, ce qui nous permet de développer de manière inédite. Et surtout pouvoir rester à jour au niveau de la sécurité, parce que si on ne surveille pas un petit peu les nouvelles attaques auxquelles on peut être exposé et les patchs en fait sur les technos qui nous permettent de nous en protéger, on se garantit l'obsolescence. Donc c'est important de se tenir au courant des évolutions aussi pour les nouveautés et en fait utiliser notre techno à son plein potentiel. Je parlais aussi d'avancer dans le brouillard, c'est un peu une constante dans le métier de développeur, parce qu'il y a tellement de technos différentes déjà et qui évoluent toutes très vite. Comme je disais, c'est impossible de maîtriser un langage ou un framework sur le bout des doigts aujourd'hui, ça évolue trop vite. L'important du coup, ça va être de savoir chercher des informations, de bien les comprendre et de savoir les utiliser et les mettre à profit dans notre code. Si on sait où chercher et si on a les bonnes bases pour comprendre ce qu'on fait, a priori, on
peut avancer quelle que soit l'opacité du brouillard. Petit pas par petit pas. Donc si on veut évoluer dans ce métier, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est normal d'avancer à tâtons, mais c'est aussi très très stimulant de réussir à faire fonctionner quelque chose après quelques heures d'enquête. Merci beaucoup.